Bienvenue sur la FM 100.9, c'est rendez-vous avec comme chaque semaine. Et Gilles, cette semaine, on est sous bonne garde puisque nous avons dans les studios de l'Or FM la police municipale. Bonjour Philippe, merci d'être fidèle à notre rendez-vous avec les acteurs de la ville ligérienne. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un spécial sécurité puisqu'on parle d'attentats, on parle beaucoup de problèmes de sécurité. On a choisi d'inviter le directeur de la police et de la sécurité civile municipale, mais surtout le président de l'Association nationale des cadres territoriaux de la sécurité, la NCTS, monsieur Cédric Reynaud. Bonjour. Bonjour. Et puis pour avoir un côté plus léger, on aura Alain Denis qui est un auteur de romans policiers en deuxième partie d'émission. Bonjour Alain. Bonjour Gilles. Ça va, vous êtes prêt pour cet affrontement avec la police ? Oh, pas d'affrontement avec la police. Je vais c'est un affrontement verbal. Oui, mais je vais profiter aussi je pense, de tas d'informations. Voilà. Alors, Cédric Reynaud, j'ai noté que vous êtes originaire de Guy-Grange. C'est à quel endroit ça ? Alors, c'est juste à côté de Valence, c'est dans le département de l'Ardèche. C'est une ville de 10 000 habitants qui est collée à Valence, mais de l'autre côté du Rhône, donc dans l'Ardèche. Alors nous, on ne vous connaît pas du tout. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Bien sûr, donc j'ai 35 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis à l'origine un officier de gendarmerie, puisque j'ai rejoint la gendarmerie en tant que réserviste en 2000 et puis en tant qu'officier de carrière en 2004, suite à une maîtrise en droit. Et après 10 ans de carrière en gendarmerie, la ville de Saint-Étienne est venue me proposer le poste de directeur de la police et de la sécurité civile, poste que j'ai bien volontiers accepté le 1er septembre 2014. Et comment ça se passe là ? Alors, on vous a contacté, est-ce qu'il y a, puisque c'est une police municipale, est-ce que ça a un côté un peu politique ou c'est parce que c'est par relation, c'est par... comment ça se passe quand on vient vous démarcher ? Alors en fait, l'histoire est un petit peu plus compliquée que ça, mais en même temps relativement simple. Pendant mes études, il a fallu que je choisisse un sujet de prédilection. Au cas où les concours administratifs ne fonctionneraient pas, c'est toujours bien d'avoir une marotte sur laquelle on travaille depuis un petit moment. Et c'est vrai qu'un petit benchmark, une petite recherche m'a amené à trouver qu'au début des années 2000, personne n'écrivait sur les pouvoirs de police du maire, sur les polices municipales. Et j'ai commencé à écrire, chose que j'ai continué à faire, aussi bien dans la presse que des mémoires universitaires ou à participer à des colloques, en étant à la gendarmerie, ce qui faisait de moi j'étais le gendarme qui parlait des gardes champêtres et des polices municipales. De telle sorte que des cabinets de recrutement connaissaient mon nom, plusieurs m'ont contacté, c'était pas le moment, c'était pas la bonne proposition, et puis à un moment, alignement des planètes, 1er septembre 2014, un poste intéressant, une ville d'envergure, un programme évidemment qui intéresse, et donc là, à ce moment-là, j'ai décidé d'accepter. Puisque je vous tiens, quelle est la différence entre la gendarmerie et la police ? Alors la gendarmerie est une force de police, dans la fonction, mais à statut militaire. Elle s'occupe prioritairement des zones rurales, du maintien de l'ordre et de la gestion des flux, notamment sur les autoroutes. La police nationale, elle, est une police à statut civil qui s'occupe principalement des zones urbaines, qui fait aussi du maintien de l'ordre. Les deux forces font évidemment des enquêtes judiciaires également, mais c'est essentiellement, si on devait choisir un point qui les distingue, c'est le statut. L'une est à statut civil, la police nationale, et l'autre à statut militaire, la gendarmerie. Est-ce que c'est deux polices qui collaborent ou c'est totalement deux mondes étrangers, j'allais dire ? Non, on ne peut pas être sur le même territoire et ne pas collaborer, c'est impossible. Les délinquants ne s'arrêtent pas aux limites de compétences des forces de sécurité. Donc, de manière indispensable, il y a forcément une collaboration entre police et gendarmerie nationale. C'est une nécessité. Et puis, ils ont quand même deux autorités communes, à savoir le préfet de département, dans un premier temps, qui est le patron des forces de sécurité étatiques, et puis le procureur de la République dans le cadre de leur mission judiciaire. Donc, à partir du moment où on a le même patron, quand il ordonne de collaborer, on le fait, et puis ils n'ont pas le choix de toute façon. Et est-ce que ça a changé quelque chose, notamment au niveau des gendarmes ? Parce que si j'ai bon souvenir, avant, c'était le ministère de la Défense qui chapeautait cet organisme, et aujourd'hui ça a été rattaché à l'intérieur. C'est ça. Est-ce que ça a changé quelque chose ou c'est juste de l'administratif ?
Il faudrait demander à mes collègues gendarmes aujourd'hui, hein, mais quand j'y étais, c'est vrai que ça a été une petite révolution. Alors comme toutes les révolutions, il y a les pour, il y a les contre, hein. Il y a ceux qui militaient pour le maintien du rattachement au ministère de la Défense, ceux qui trouvaient que finalement, dans le cadre des missions quotidiennes, c'était tout à fait cohérent qu'on soit rattaché au ministère de l'Intérieur. Ça a changé, je pense, le regard que les gens portaient sur la gendarmerie, le regard qui est porté en interne au ministère de l'Intérieur sur la gendarmerie, qui était avant la force militaire qui faisait de la sécurité intérieure, mais on avait un petit peu peut-être le sentiment que c'était quelque chose d'accessoire, qui ne s'assumait pas vraiment. Quand on regarde l'histoire de la gendarmerie, hein, les généraux de gendarmerie, donc les cadres qui ont les grades les plus élevés, sont arrivés relativement tard. Donc tout ça, à mon avis, aujourd'hui est digéré. Enfin, il peut toujours discuter et revenir, mais je pense que ça n'a pas changé grand-chose au quotidien. Par contre, aujourd'hui, gendarmerie et police sont deux forces qui sont au même niveau en termes d'intensité, de technicité et d'efficacité. Une autre question, quelle est la différence entre la police nationale et la police municipale ? Alors la principale différence, c'est que le patron est différent. Le patron de la police nationale, je l'ai dit juste avant, c'est le préfet de département, ou le préfet. En tout cas, c'est l'État, le ministre de l'Intérieur. La police municipale, elle travaille sous l'égide quasiment unique du maire de la commune. Autre différence, la police nationale est une administration obligatoire, c'est-à-dire qu'elle a en charge la sécurité des citoyens sur un territoire, par exemple ici Saint-Étienne. La police municipale, elle, est une volonté du maire. Il n'y a pas d'obligation pour les communes d'avoir une police municipale, à l'exception de l'Alsace-Lorraine, de par son histoire, son rattachement à l'Allemagne pendant un temps, où chaque commune doit avoir un garde champêtre, mais c'est la seule. Mais la police municipale, elle reçoit ses ordres de l'adjoint de la mairie et puis le maire, voilà. Mais est-ce qu'elle a des ordres du préfet et est-ce qu'elle a un cadre qu'elle ne peut pas déborder par rapport aux ordres du préfet ? Bien sûr. Alors, elle reçoit... Si vous voulez, le préfet ne parle... si on raisonne en théorie, le préfet ne parle pas à la police municipale. Le préfet ne y parle pas. Il y a des autorisations administratives, le port d'armes par exemple, mais là on est dans la gestion des affaires courantes. Mais en termes opérationnels, le préfet parle au maire. Son interlocuteur, c'est le maire. Alors évidemment, on se doute bien que le préfet lui-même ne parle pas au maire lui-même chaque fois qu'il a besoin d'intervenir sur un stationnement ou ce genre de choses. Donc c'est l'adjoint au maire, c'est le directeur de la sécurité, c'est les officiers de la police municipale qui discutent finalement soit avec la préfecture, soit le plus souvent avec leurs homologues de la police nationale pour gérer le quotidien. Mais si on revient à la base, le préfet parle au maire. Ensuite, oui, il y a un statut, évidemment. Donc, le statut, c'est que les policiers municipaux sont agents de police judiciaire adjoints. Ça veut dire qu'essentiellement, si on devait expliquer à vos auditeurs, les policiers municipaux ne verbalisent que ce qu'ils constatent. Ils ne peuvent pas enquêter. C'est la principale différence aujourd'hui avec leurs collègues de la police nationale. Est-ce qu'on peut dire que c'est cette fameuse police de proximité ? Oui. En tout cas, pour celle que je dirige, oui, c'est la volonté des élus, pour la plupart d'entre eux, d'avoir une police qui est peut-être moins accaparée par les dossiers judiciaires qui sont longs, qui demandent un investissement sur la durée, qu'on ne peut pas expliquer aux gens. Quand on va expliquer à des gens qui subissent au quotidien un trafic de stupéfiants et qu'on leur dit « bah oui, messieurs, dames, mais pour avoir une enquête et pour que les auteurs de ces infractions prennent le plus cher possible, parce que c'est quand même le but de la manœuvre, et ben tout ça prend du temps. » L'habitant, lui, il comprend pas. Lui, il se dit « tous les matins, je me lève et j'ai des trafiquants qui sont au pied de mon immeuble. » Donc il se dit... et sans dévoiler de grands secrets, est-ce que la police municipale a les mêmes pouvoirs et peut-être même devoirs que la police nationale ? Alors, elle n'a pas les mêmes pouvoirs, ça c'est clair, mais c'est ce dont on vient de parler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête de la police municipale. La police municipale, c'est la présence visible et dissuasive sur la voie publique, c'est cette police de proximité que vous évoquiez. Ensuite, est-ce qu'elle a les mêmes devoirs ? J'ai envie de vous dire oui, honnêteté, probité, professionnalisme, disponibilité, si on est dans ces notions-là, oui. Après, sur les devoirs professionnels, il y a un certain nombre de devoirs professionnels qui sont plus liés à la police nationale de par son activité qu'à la police municipale. Mais globalement, oui. C'est pas volontaire, justement, j'allais dire, cette confusion dans l'uniforme. Parce que si le lambda, il fait pas la différence entre municipal et police nationale,
sauf que c'est écrit dans un coin sur le blouson ou sur la veste. Est-ce que la police municipale aurait une tenue différente? Il n'y aurait pas un aspect différent? Elle est déjà bien différente, hein. Moi qui travaille depuis longtemps sur le domaine, l'uniforme, il est régi par une loi de 99. Avant 99, vous alliez dans certaines communes, et pas forcément des communes d'extrême droite, vous aviez des policiers municipaux. À l'époque, on avait très peu, des communes d'extrême droite. Ce qui a provoqué la loi de 99 sur les polices municipales, c'est la seule qui a existé à ce moment-là, c'est Vitrolles, avec des policiers municipaux en combinaison intégrale et armés de pistolets 9 mm. Et on s'est dit que pour faire traverser les petites mamies sur le passage piéton, c'est peut-être un peu excessif. Mais avant 99, la confusion pouvait avoir lieu. Aujourd'hui, alors je conçois, mais de toute façon, je ne suis pas certain que ça intéresse franchement les gens de faire la différence entre la police municipale et la police nationale. Ce qu'ils veulent, c'est que quand ils appellent un service, on résolve leurs problèmes. Oui, mais s'ils appellent pour un problème de drogue et qu'on leur dit c'est pas nous, on s'en occupe pas, ça fait bien une confusion. Ils n'auront jamais cette réponse. Ouais. Ils n'auront pas cette réponse. On les réoriente sur la police nationale. Alors, soit on les réoriente, et de toute façon, la plupart de mes collègues, puisque j'ai la chance de présider une association de cadres de la police municipale, la doctrine, c'est on intervient, on va prendre contact avec les gens, parce que si vous expliquez quelque chose au téléphone, vous savez que l'attention de la personne, elle va s'évaporer au bout d'une quinzaine de secondes, hein, parce que lui dire, écoutez, ma bonne dame, oui, vous comprenez, c'est pas là, faut aller déposer plainte, etc. Voilà. Donc, on fait la même chose, mais en vis-à-vis. Quand on a un équipage disponible, on l'envoie, il prend contact, et il dira peut-être la même chose, mais quand vous parlez à quelqu'un, en général, c'est quand même plus efficace et mieux entendu. Comment on fait pour devenir policier municipal? Et j'avais envie de vous provoquer un peu en disant c'est un concours ou c'est parce qu'on est ami du maire? Il y a un concours. Il y a peut-être encore, je ne sais pas, des recrutements qui se font comme ça. Moi, je raconte souvent une chose que j'ai vécue quand j'étais alors tout jeune. C'est une dame qui vient voir le maire de sa commune et qui lui dit « Ah, monsieur le maire, vous vous rendez compte, mon fils, il a tout raté. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui, etc. Ah, madame... » Pas de souci, on va le mettre aux espaces verts, au service technique. Et là, le directeur général des services, qui est le patron des services, il dit « Monsieur le maire, c'est pas possible. Les espaces verts, c'est complet. On a déjà recruté beaucoup de monde, hein, peut-être sur le même principe. Non, on peut pas. » Et là, le maire rajoute « C'est pas grave, on le mettra à la police municipale. » Donc, il y a eu des recrutements qui se sont faits comme ça. J'en ai au moins vu un. Donc, voilà. Nous, on a eu quand même la surprise, je vais peut-être dire des choses qu'il ne faut pas dire, mais au départ de la police municipale à Saint-Étienne, on a eu un peu l'impression de voir des gens qui n'avaient rien à faire dans la police, quoi. Ça, c'est un avis. Alors, on pourrait discuter de personnes précises et je vous donnerai le mien. Mais dans l'absolu, aujourd'hui, quand même, depuis 1994, il y a un statut. Depuis 1999, il y a une loi. Et aujourd'hui, il y a un concours qui n'est pas organisé par les mairies, qui est organisé par les centres de gestion, qui sont des organismes qui, eux, n'ont pas d'implication particulière dans l'opérationnel. Donc, c'est un concours administratif de catégorie C et ne peuvent être recrutés que ceux qui sont titulaires de ce concours. Alors ensuite, effectivement, après, il y a un choix. Mais ça, c'est comme tout recrutement, hein. Est-ce qu'il y a une passerelle de municipale à nationale? Est-ce qu'on peut passer un concours ou est-ce qu'il y a des facilités pour changer de branche, j'allais dire? Alors, il y a des passerelles qui existent entre l'État, la gendarmerie nationale et la police nationale, et la police municipale. C'est la mobilité interfonction publique telle qu'elle peut exister dans d'autres domaines. Elle devrait exister théoriquement dans l'autre sens, de la municipale ou de la fonction publique territoriale vers la fonction publique d'État. Ça existe. Par exemple, on a un certain nombre de directeurs généraux des services ou d'administrateurs territoriaux qui sont devenus sous-préfets. Donc ça existe. Ça reste à organiser, ça reste à mettre en œuvre, en tout cas de manière quotidienne, courante, accessible, reconnue, entre la police municipale, la police nationale et la gendarmerie. Aujourd'hui, il y a quand même des freins. Il faut le reconnaître. Et est-ce qu'un policier municipal, je ne sais pas, moi, Damien, veut être muté à Saint-Étienne, c'est possible ou il y a... Il peut. Ensuite, c'est deux collectivités territoriales différentes, donc ça se passe de façon très classique. On ouvre des postes, on passe une petite annonce, hein, ça peut paraître un petit peu désuet, mais ça marche comme ça. On ouvre des postes, on dit voilà, à Saint-Étienne, on ouvre 4 postes de policiers municipaux pour travailler la nuit, le jour, au PC, etc. On détaille le poste sur une fiche de poste et le policier municipal Damien, qui est donc titulaire du concours, nommé, agréé, il envoie lettre de motivation et CV, et puis l'entretien, le recrutement suit son cours. Toujours dans les questions un peu techniques, comment sont répartis les rôles entre un adjoint à la sécurité et un directeur de la police municipale? Ils sont répartis un petit peu comme l'adjoint à la sécurité souhaite le faire, puisque c'est quand même les élus qui ont la légitimité, donc c'est à eux de décider comment ils organisent les choses. Vous avez autant de répartitions que de communes.
Ça dépend de la taille de la ville, ça dépend de la taille de la police municipale, ça dépend de son équipement, ça dépend aussi des relations qu'il y a avec la force nationale qui est responsable, que ce soit la police ou la gendarmerie. Il n'y a pas de règle. En gros, si on devait retenir un principe, les élus donnent l'impulsion, ils donnent le cap et surtout ils donnent le point à atteindre. Parce que tous les 6 ans, c'est eux qui repassent devant les électeurs et c'est eux qui sont tributaires du programme. Le directeur de la police ou d'autre chose, lui, il met en œuvre. C'est-à-dire que c'est lui qui met en place la mécanique derrière, qui a les connaissances techniques et juridiques pour faire en sorte que le programme, le souhait, l'objectif à atteindre, ils se traduisent dans les faits au quotidien et surtout en fin de mandat quand on va au résultat. Et est-ce qu'il y a un risque en fin de mandat, justement, si la majorité change, que vous aussi vous soyez remercié? Bien sûr. Ça a quand même, finalement, quand même un côté politique quand même, donc. Ça a un côté politique si vous entendez par politique vie de la cité, hein, je veux dire, il y a eu un changement de majorité à Saint-Étienne, des cadres sont partis, d'autres sont arrivés, ça fait partie de la vie de la fonction publique territoriale. Quand on est dans la fonction publique territoriale, on sait que, alors on a quand même un statut, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous mettre à la porte, on peut nous décharger de nos fonctions. Dire, écoutez, monsieur Renaud, votre profil ne correspond plus, vos compétences ne correspondent plus à ce que moi, maire de la commune, je veux faire. Et là, on vous met aux espaces verts, c'est ce que vous m'avez Par expliqué exemple, juste avant. Hein. Aux espaces verts, à ce que vous voulez. Mais ça fait partie du jeu et on le sait. Et justement, avec l'adjoint à la sécurité, ça se passe comment? On a une réunion par semaine, on a une réunion, on se voit tous les jours pour faire le point Là encore, il y a autant d'organisations que de communes. En ce qui me concerne, nous, c'est des échanges qui sont plusieurs fois par jour, sur des questions précises, sur des questions de principe. Il y a le travail de fond sur des projets qui sont amenés à long terme et qui, là, demandent à se voir régulièrement. Et puis, il y a le quotidien, l'habitant qui va saisir le maire, l'élu à la sécurité. Mais j'imagine mal un directeur de la sécurité qui ne parlerait pas plusieurs fois par jour à l'adjoint à la sécurité. Ce serait étonnant. Pour en revenir au climat actuel, alors que les Français, on l'a dit, sont inquiets de ce climat, quelles mesures supplémentaires ont été prises à Saint-Étienne pour renforcer la sécurité des Stéphanois? Alors ça, il faudrait le demander au préfet, puisque c'est lui qui est en charge de la sécurité. Mais en gros, c'est une présence plus visible des effectifs de police. Ensuite, il y a tout un tas de mesures, mais qui relèvent du préfet et du procureur de la République, sur lesquelles je n'ai pas franchement à revenir. D'abord parce que je ne les connais pas toutes, et ensuite parce que je ne les connais pas dans le détail. Pour revenir à une grande manifestation qui a eu lieu au mois de juin, il y avait l'Euro. Est-ce que là, on est sous les services du préfet? Comment ça se fait? On est coordonné avec la police nationale pour jouer un rôle? Comment ça se passe, la police municipale? Ah non, là, sur de grands événements comme cela, le préfet prend la main et c'est normal, hein, c'est son rôle. Il y a une discussion qui se fait avec le maire sur les besoins. Voilà, les besoins et puis à quelle hauteur vous avez besoin de la police municipale et pourquoi faire. Parce qu'on s'aperçoit qu'au quotidien, les services de l'État, des fois, vous parlez de confusion entre la police nationale et la police municipale. Théoriquement, il y a un statut et le préfet est garant de la loi, donc il la connaît. Mais des fois, il est toujours bon de rappeler quelles sont nos limites. Au quotidien. Mais c'est forcément une collaboration. C'est-à-dire qu'on peut peut-être imaginer dans les esprits les plus fertiles une opposition quotidienne, une guéguerre, mais franchement, même s'il y a un problème de personnes, aujourd'hui on ne peut, et encore plus dans ce contexte-là, on ne peut pas se permettre de ne pas se parler ou de s'engueuler à longueur de temps, c'est pas possible. Est-ce que les choses ont changé depuis justement les attentats de Nice où là aussi on ne sait pas très bien le nombre de policiers, si c'était les municipaux, si c'était les nationaux? Il y a eu une grosse polémique. Est-ce que votre façon de voir, votre façon de travailler, votre façon de réfléchir même a changé avec des événements tels que celui-ci? Alors, réponse en deux parties. Par rapport aux attentats, à l'attentat en lui-même, oui, tout à fait, mais ce qui est à la fois le drame et le charme de cette profession, c'est que la vérité du lundi, elle est jamais celle du mardi, etc. C'est un peu dans tous les domaines, hein, ça c'est la vie. Hein. C'est un peu dans tous les domaines, mais c'est vrai qu'il y a certains domaines, il y a certaines situations dans lesquelles on trouve des solutions des fois. On trouve des solutions et c'est une solution qu'on ne reproduit pas à l'identique, mais qu'on peut adapter à des situations. Là, la situation, elle a quand même grandement évolué. D'abord en janvier 2015 avec les attentats de Charlie, parce que des tueries de masse comme celle-là, l'arme de guerre, on n'en avait pas connu. J'ai envie de dire heureusement, mais bon, voilà, il y avait une première fois. D'autant plus avec le 13 novembre, là où on a quand même découvert sur le territoire national des attentats kamikazes, où là, on était sur quelque chose de complètement nouveau. Et puis, chaque attentat
apporte une adaptation de la posture. Si je les détaille pour les plus récents d'entre eux, à Nice, on a quand même découvert que donc là, on l'a envisagé, mais quand ça se produit, c'est toujours un choc. On peut le penser, on peut en discuter. Nous, en tant que professionnels de la sécurité, on a tout envisagé. Voilà. Mais quand ça se produit, c'est quand même extrêmement différent. Quand il y a des gens au tapis, c'est quand même autre chose. Là, on est sur une évolution à la fois des gens qui sont ciblés, parce qu'on n'est pas sur des journalistes, on n'est pas sur des gens qui écoutent de la musique, on n'est pas sur des religieux. Voilà, on est sur tout le monde, monsieur tout le monde qui va voir le feu d'artifice à Nice. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le mode d'action. C'est-à-dire que là, on a un chauffeur-livreur qui a loué un camion, donc ça n'a absolument rien d'extraordinaire. On n'est pas sur quelqu'un qui achète une arme à feu dans un contexte très contrôlé et qui un soir va le prendre et va foncer dans la foule. Et là, un 19 tonnes lancé à 110 km/h, il y a quand même très peu de choses qui l'arrêtent. Donc nous, ça nous pose énormément de problèmes. Comment aujourd'hui on arrête un 19 tonnes lancé ? C'est la question. Et puis Saint-Étienne-du-Rouvray, nouvelle évolution, une attaque de 2 personnes avec des couteaux de cuisine. Donc j'invite chacun à ouvrir le tiroir de sa cuisine et à constater qu'au regard des armes utilisées, il est un terroriste en puissance. Et sur une cérémonie religieuse qui accueillait 5 personnes dans une église secondaire d'une ville de 40 000 habitants. En termes d'anticipation, c'est quand même une nouveauté importante. Tous les points de repère qu'avaient les acteurs de la sécurité pour essayer d'anticiper, de se dire ça peut être une cible. Ça peut être une cible, ou lui peut être l'auteur d'un attentat. Toutes ces cartes, tous ces repères ont disparu. Il faut se refaire des repères qui sont extrêmement compliqués. Si j'en crois ce qui a été écrit dans la presse, et on est un petit peu de temps après, donc voilà, l'auteur de l'attentat de Nice, il s'est radicalisé en 3 semaines. 3 semaines sur le temps du renseignement, c'est rien. C'est rien. Vous faites des écoutes sur des écoutes téléphoniques, il faut quand même avoir de la matière, il faut 4-5 jours. 4-5 jours, c'est déjà une semaine. Ça veut dire qu'on a déjà un tiers du temps qui a été mangé à faire des écoutes et ensuite il faut les analyser, il faut trouver les traducteurs, etc. Ça paraît rien, mais de revenir un petit peu dans la logistique du fonctionnement du renseignement et de l'anticipation, ça permet quand même d'indiquer aux gens qu'on est dans quelque chose d'extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Si on parle beaucoup de vidéos, si un 19 tonnes est garé Courforiel et qu'il reste 3 jours sans bouger, est-ce qu'avec la vidéo on se dit tiens, et ce camion ça fait 3 jours qu'il est là, il n'a rien à faire là, est-ce qu'il se passe quelque chose réellement? C'est un peu la polémique qu'on a lue ces temps-ci, c'est que ce camion est resté 3 jours sans bouger à Nice. Oui, alors je vais prendre l'exemple de Saint-Étienne, ce qu'on appelle le stationnement abusif, donc c'est-à-dire le délai au-delà duquel un stationnement est considéré comme illégal d'abord, et puis peut-être suspect, c'est 72 heures. 72 heures, c'est 3 jours. Mmh. Alors pourquoi 3 jours ? C'est pas pour faire plaisir aux terroristes, c'est juste que si le citoyen lambda, qui est quand même le principal propriétaire de véhicule, qui a rien à se reprocher, qui va juste garer sa voiture, qui va peut-être l'oublier. En l'occurrence, c'est un 19 tonnes. Là. Oui, mais vous avez des chauffeurs-livreurs qui sont propriétaires de leur camion, il faut bien qu'ils les garent quelque part. D'accord. Ouais. Donc il se dit, tiens, je vais partir en week-end. Pourquoi pas après tout. Il le garde le vendredi, il faut qu'il soit sûr de le retrouver lundi quand il va partir au travail. Vendredi, samedi, dimanche, 3 jours, 72 heures. Il faut qu'on adapte ce qu'on appelle la police administrative, c'est-à-dire la réglementation de l'usage de l'espace public, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas au quotidien sur l'espace public, à de nouvelles nécessités qui sont celles des contraintes terroristes. Et en même temps, on est quand même le pays des libertés et on se dit jusqu'à réglementer, mais jusqu'à où ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quelle limite ? Jusqu'à quel point on peut contraindre les gens à faire ou à ne pas faire des choses ? Parce que ce qui va se produire, on a bien vu, si l'excès d'autorité solutionnait le terrorisme, ça se saurait. Pourtant, il y a des États totalitaires qui sont victimes de terrorisme. Donc, on est dans une quadrature du cercle, une adaptation quotidienne qui est un petit peu compliquée. Donc, on doit un peu réécrire les nouvelles règles, quoi. On doit écrire les nouvelles règles, on doit adapter celles qui existent, on doit réfléchir à la façon dont on les applique. Vous parlez de la vidéo, c'est quand même très récent comme évolution, la verbalisation du stationnement à la vidéo. Il faut aussi peut-être desserrer un petit peu le carcan administratif qui existe autour de certaines professions. Alors je pense
par exemple aux policiers municipaux, qui, jusqu'à très récemment, et je pense jusqu'à présent, il faut quand même le savoir, s'entraînent plus au tir que les policiers nationaux et les gendarmes. L'obligation qu'ils ont de tirer, c'est 2 séances par an et 50 cartouches. Jusqu'à très récemment, il n'y avait aucune obligation en police nationale et en gendarmerie. C'était un nombre de séances de tir. Je pense aussi aux agents de sécurité privée qui sont énormément sollicités. C'est vrai qu'on a du mal à expliquer à un agent de sécurité privée qui va être à l'entrée d'un établissement, on l'a vu pour les établissements scolaires, on a des policiers municipaux ou nationaux armés avec des gilets pare-balles. Et à un moment, on va dire un agent de sécurité privée sans gilet pare-balles et sans armement qui va venir remplacer ces 2 agents. C'est vrai qu'en termes de cohérence, c'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec ces agents de sécurité privés, parce que ça peut cacher aussi des terroristes, quoi. Oh, ça peut, j'ai envie de vous dire que le boulanger du coin aussi. Ouais. Vu comme ça, vous avez raison. Non, mais alors, la profession a quand même bien évolué sur les agents de sécurité privée. Maintenant, il y a une carte professionnelle qui est délivrée par un organisme indépendant sur la base d'une enquête de moralité. Ce sont des gens qui doivent suivre des formations qui sont très professionnalisantes, très pointues. Maintenant, je pense qu'ils doivent s'adapter aussi à ces nouvelles données. Alors on va faire une petite pause musicale et j'ai choisi aujourd'hui de faire un petit hommage à un policier de Saint-Étienne qui a un enfant qui a une maladie qui s'appelle le syndrome d'Engelmann. L'association s'appelle l'association Kylian et on écoute la chanson qui s'intitule Dreams de la comédie musicale Captain Kidd. Loin des fous, loin de l'enfer.
Bonjour, je suis Véronique Falzon. Rendez-vous avec Gilles Charles, c'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook. Voilà, et à l'instant, c'était Captain Kid, le conte musical d'Alain Simon. Donc, je vous l'ai dit, c'est une comédie musicale au profit de l'association Kylian. L'association Kylian a été créée en 2004, loi 1901. Elle a pour objectif de faire connaître le syndrome d'Engelmann au grand public, de contribuer au financement de la recherche scientifique et de soutenir différentes actions au profit de personnes handicapées. L'association permet également à Kylian de bénéficier d'un matériel adapté afin d'optimiser son développement tout en faisant de cet enfant le moteur d'une action résolument tournée vers les autres. Et on peut aussi souligner que ce vendredi 30, il y aura différentes manifestations au profit de cette association et bien d'autres associations. On revient dans le concret, on revient dans la sécurité. On va profiter aussi de la présence d'Alain Denis pour parler de romans policiers. Alain, vous êtes stéphanois. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire des romans policiers ? Mais d'abord, d'avoir du temps, maintenant que je suis à la retraite. Vous étiez professeur de mathématiques, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et des mathématiques, vous êtes passé au mot. Un peu, oui, mais je pense que avec la liberté que l'on a dans l'écriture d'un roman policier, on peut fabriquer une énigme. Sa résolution et la structure même de l'énigme, on peut jouer effectivement avec certains aspects mathématiques. Et aujourd'hui, vous en avez écrit combien de romans policiers ? Pour le moment, il y en a 3 qui sont publiés. Le 4e devrait paraître d'ici la fin de cette année. Et le dernier s'appelle Le dernier s'appelle Sang de bœuf. Sang de bœuf. Et ça se passe à Saint-Étienne ? Alors, je reconnais la photo du Courforiel. Du Courforiel, oui, effectivement. Mon héros est commandant de police judiciaire au Courforiel. L'action, effectivement, est relativement centrée sur Saint-Étienne dans tous les romans. C'est des romans de terroir. Mais ça n'empêche pas que pour poursuivre les méandres de l'énigme, il faille se déplacer. Sainte-Beuve, on va jusqu'à Lyon, on va jusqu'à Paulias dans l'Ain, et voilà. Mais c'est quand même des romans de terroir. Alors vous êtes un écrivain, mais vous êtes aussi un citoyen. Oui. Comment vous réagissez à tous ces événements d'attentats et de sécurité publique et de vie à Saint-Étienne ? Est-ce que, en tant que citoyen, est-ce que vous avez un mot à dire justement sur ce climat ? Je dirais qu'il y a l'urgence, le fait quotidien, le risque quotidien. Et M. Renaud a parfaitement décrit les enjeux. Je crois qu'il faut être réaliste et pas naïf. Aucune forme de sécurité ne pourra nous protéger à 100% comme on pourrait le croire. Mais que de toute façon, le terroir sur lequel se bâtit le terrorisme est un terroir qui est quand même extrêmement mondialisé et qui met en jeu des réalités géopolitiques. Monsieur Renaud, je reviens vers vous. On voit tourner des militaires dans les rues de Saint-Étienne. Quel est leur rôle exactement ? Alors c'est dans le cadre de l'opération Sentinelle. On est toujours dans ce rôle-là de rassurer les gens. C'est-à-dire que c'est une présence, on dit dans notre jargon, visible et dissuasive. La sécurité ressentie, elle passe par les informations qui sont communiquées, par un certain nombre de préconisations, mais aussi par la présence visible de gens dont on sait qu'ils sont capables de nous défendre. Et ces militaires-là, en plus d'assurer des gardes statiques de lieux de culte ou ce genre de choses, ils ont aussi pour mission, par leur présence, de rassurer les gens. Parce que ce qu'il faut quand même bien dire, c'est que on a abordé les risques, on a abordé les difficultés, mais on a quand même en face de ces risques des services qui jusqu'à présent font le job. On parle comme on dit, des trous dans la raquette, c'est-à-dire des attentats qui se produisent et des enquêtes qui suivent. Mais au quotidien, et il y a pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu des arrestations qui ont été opérées à Adol et à Roanne. On a quand même des services de police, de gendarmerie et de renseignement et l'armée qui font le job. Et la police municipale, à sa juste mesure, en assurant cette présence visible et dissuasive, l'assume aussi. Donc il y a quand même là un critère de qualité et je voulais le souligner. Est-ce qu'avec votre expérience, on peut dire qu'il y a des villes plus tranquilles ou je dirais même plus citoyennes en France ? Plus citoyenne, le terme est compliqué, ça sous-entendrait que en parlant d'une ville, on englobe tous les habitants. Non, je pense pas. Je pense que chaque ville, en revanche, a des problématiques qui lui sont très propres et il y a des moyens qui sont mis en face.
Saint-Étienne, j'avais un patron qui disait Saint-Étienne est une ville populaire, elle a des problèmes de ville populaire. Et je trouve que le terme est très approprié, ça stigmatise pas, ça tient compte de l'histoire de la ville. Ensuite, chaque ville a ses problématiques et les moyens de les traiter. Mais citoyenne, non. Y a je pars du principe que tout le monde est citoyen à la base et par exception, il y en a qui ne le sont pas, mais c'est eux qui le choisissent. Parce qu'on a aussi un peu l'impression, quand il y a un attentat, c'est qu'on recherche aussi de la médiatisation. Oui. Donc c'est peut-être plus intéressant de faire un attentat, quand je dis intéressant, je dis Mais entre guillemets, on se place de leur point de vue. pour une ville comme Lyon peut-être, ou Strasbourg, où il y aurait plus de médias, que peut-être une ville comme Saint-Étienne, qui est justement une ville populaire et qui n'est pas une ville très... Oui, mais dans ce cadre-là, comment vous placez l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray ? Parce que Saint-Étienne-du-Rouvray... 1-0 balle au centre. non, mais après, c'est une discussion. Nous aussi, on était partis de ce principe. Hein. Le but du terroriste, comme dirait la police, c'est de terroriser. Hein. Donc, pour terroriser, les médias sont un vecteur très intéressant. Et je précise tout de suite que je ne dis pas que Saint-Étienne-du-Rouvray est perdu, j'y suis allé, mais c'est vrai que si on analyse sur des critères objectifs, Saint-Étienne-du-Rouvray n'était pas dans les radars des services de sécurité, n'avait pas à l'être. Une ville de 40 000 habitants, cette église secondaire, etc. Non, franchement. Et puis aujourd'hui, on est quand même à la merci du moindre taré qui, il y a 3 ans, se serait jeté du haut d'un immeuble, ça aurait fait 3 lignes dans le Progrès et on n'en aurait pas parlé. Là, il se dit, quitte à mourir, autant que j'ai mon quart d'heure de gloire, et donc il prend son fameux couteau de cuisine que j'évoquais, et puis il va descendre à l'arrêt de bus et il va aller mettre 3 coups de couteau, et finalement... Peu importe si ça a fait des morts et des blessés, il a mené l'action, il s'est placé sous l'égide d'une organisation qui, elle, a accès aux médias, et donc il va avoir son quart d'heure de gloire, et il va avoir l'impression que sa mort sert à quelque chose, ce qui est complètement vain. Mais nous, dans l'esprit des gens, c'est très compliqué de dire ça. Sujet compliqué donc. Vous êtes le président de l'Association nationale des cadres territoriaux de la sécurité ANCTS. Quel est son rôle? Alors expliquez-nous un peu. Alors le rôle de cette association, qui a été fondée juste après les attentats de Charlie, c'est de rassembler les agents qui, dans les collectivités territoriales, s'occupent soit de sécurité publique, soit de sécurité civile, donc de prévention des risques, inondations, etc., et de prévention de la délinquance. L'idée de base, elle est partie d'un constat, mais elle est assez ancienne. C'est qu'il y a des structures, mais qui reposaient sur les statuts. Je suis policier municipal, donc j'adhère à telle association. Je suis coordonnateur de CLSPD, j'adhère à telle association, etc., etc. Mais aucune structure ne reposait sur les fonctions exercées. C'est-à-dire qu'à un moment, le statut n'a plus franchement d'importance. Je pense que les gens qui exercent des fonctions analogues ont des choses à se dire et ont des choses à dire. Et la NCTS, elle a cet objectif-là, c'est de représenter et de porter la voix des agents de ces collectivités territoriales auprès des décideurs politiques, auprès des responsables administratifs, et puis d'apporter leur pierre au débat, notamment dans le cadre des débats électoraux où la sécurité ne manquera pas d'être un sujet, je pense, présent, très présent. J'allais dire principal. Oui, c'est pas impossible. Est-ce que vous restez optimiste malgré toutes ces choses assez sombres dont on parle? Si je reste pas optimiste, je me lève pas le matin. Ouais. Ah oui, non, il faut être optimiste parce que on va toujours vers le mieux, on travaille pour aller vers le mieux. On travaille pour protéger les gens, pour faire que les gens ils puissent à la fois aller voir un match de foot, aller boire un café en terrasse, voilà. Donc il faut rester optimiste parce que si on tombe dans le défaitisme, il y a tellement d'informations qui peuvent nous faire tomber dans le défaitisme que le jour où on y bascule, nous, responsables de la sécurité, c'est fini. Les gens ne nous croiront plus après quand on leur dira, messieurs, dames, ça va aller mieux. Si nous, on n'y croit pas, on sera pas crédible. Alors, il y a forcément des statistiques. Sans faire un concours, est-ce qu'on sait, Saint-Étienne, quelle est notre place? Est-ce qu'on se situe dans une ville à peu près calme, une ville où il y a quelques soucis, une ville où il fait bon vivre, où on peut se promener tranquillement et la police municipale qui veille sur nous? J'ai pas ces chiffres. Honnêtement, je les ai pas. Est-ce qu'ils existent déjà, non? Ils doivent exister, mais vous savez, le problème quand on fait rentrer la vie en chiffres, c'est qu'on élude forcément une partie du problème. C'était le fameux débat sur... On peut rebondir parce qu'on a un prof de maths, je rappelle. Oui, non, mais c'est ça, mais je pense que... Je partage votre avis. non, mais... les chiffres, les statistiques. Mais c'est sûr. Je me rappelle quand je suis rentré en gendarmerie, il y avait un dogme, c'était le chiffre unique de la délinquance. Donc on prenait toutes les infractions, pour lesquelles... Alors, toutes les infractions, et on donnait un chiffre et on disait, la ville de Trucmuche
elle est sûre parce qu'il y a tant d'infractions, on peut même faire un rapport au nombre d'habitants, c'est formidable. Mais ensuite, vous pouvez pondérer. Déjà, et c'est pas le prof de maths qui me démentira, quand moi j'ai commencé les maths au CP, on m'a dit qu'on n'additionnait pas les poires, les pommes et les oranges, sauf pour faire une salade de fruits. Or, dans le chiffre unique de la délinquance, qu'est-ce qu'on avait ? On avait des violences, on avait des vols, mais on avait aussi des escroqueries. Alors l'escroquerie, quand vous en êtes victime, elle est très embêtante, mais votre voisin, si vous lui dites pas, il ne le sait pas. Vous avez les non-représentations d'enfants dans le cadre des divorces, vous avez un certain nombre d'infractions qui n'ont rien à voir. Et puis, ça ne tient pas compte du territoire. Combien d'habitants ? Est-ce que c'est une ville qui a des soucis sociaux ou pas, etc. Est-ce que vous avez eu un apport de population ? Des gens qui sont venus ? Est-ce que vous avez eu un événement festif ? Donc, et on peut le pondérer à l'infini. Le chiffre unique de la délinquance, je pense que tout le monde en est revenu. Il est impossible, sur une seule donnée, de dire cette ville, elle est sûre ou pas. On a un faisceau, on peut rentrer très précisément dans les chiffres, mais ça, je laisserai le soin au préfet et à la directrice départementale de la sécurité publique, si vous les interrogez, de le faire. Mais en gros, c'est surtout le ressenti des gens qui compte. Parce que moi, je peux vous dire que vous êtes dans une ville sûre. Je vais vous poser ça comme un dogme, mais je vais vous dire Saint-Étienne, c'est une ville sûre. Et puis, vous allez me trouver tout un tas d'exceptions. Vous allez me dire, ouais, mais moi, et puis mon voisin, et puis j'ai eu quelqu'un qui m'a contacté sur Internet, etc., etc. À l'inverse, je vais vous dire, c'est une ville vraiment insécure et faites très attention. Et là, on va dire... Oui, c'est comme les sondages radio, on leur fait dire ce qu'on veut. C'est ça. Non, mais voilà, c'est très compliqué d'enfermer les villes dans un carcan. Alain, est-ce que vous pouvez me parler un peu du commandant Hervé Poitvin et me dire comment il est né, ce commandant Poitvin, dans votre imagination ? Dans mon imagination... je l'ai laissé vagabonder un peu. Oui. C'est le luxe que l'on a en écrivant un roman policier, c'est de pouvoir absolument avoir un imaginaire débridé et de faire un personnage qui n'est sûrement pas conventionnel. Mon commandant de police est extrêmement chargé d'humanité et parfois, justement, fait des écarts par rapport aux configurations traditionnelles et conventionnelles de ce qu'est un commissaire de police. Est-ce que c'est un personnage que, quand on le crée, on s'inspire un peu des gens qu'on connaît ? Oui, forcément. C'est comme le salade de fruits tout à l'heure, on mélange un peu tout et on mélange fait une bonne salade de fruits. Je crois que dans n'importe quel type d'écriture, on transparaît dedans toutes les expériences vécues, y compris, on y met parfois à son insu un peu de soi-même, hein. Il ne faut pas se voiler la face. Et pourquoi avoir choisi d'écrire des romans policiers ? Vous auriez pu écrire des livres sur les maths ? Il y a eu un temps où je l'ai fait. Vous l'avez fait aussi ? Je l'ai fait aussi. Mais je voulais aussi peut-être sortir du cadre très rigide et conventionnel des écritures des bouquins scientifiques. Hein. Ça, c'est une chose. Mais je réutilise un peu ce qui a été mon contexte professionnel, parce qu'au niveau de la recherche en didactique des maths, celle que je conduisais, j'ai rencontré beaucoup d'anthropologues, d'ethnologues, de sociologues. Beaucoup de logs. J'allais vous dire tous des bons hogs. Et une des caractéristiques de mes livres, c'est que chaque énigme policière, dans chacun des romans, est plongée dans un milieu social différent, ce qui permet d'avoir une coloration, un décor différent, de pouvoir mettre en évidence les comportements habituels de certains espaces, tels que, par exemple, pour mes bouquins, c'était les notables en Ardèche. Le deuxième, c'était dans le milieu du BTP, dans l'entreprise du BTP. Et le troisième, c'est le milieu des artistes, particulièrement céramistes. Puis le prochain qui va sortir d'ici la fin de l'année, c'est le milieu universitaire que je connais bien. Et quand on écrit des romans policiers, est-ce qu'on va interroger des policiers ? Est-ce qu'on va se documenter ? On va chercher de l'info pour épaissir l'écrit ? Forcément. Oui. On rencontre... effectivement, quitte à ne pas tenir compte de la réalité. Et c'est ça un petit peu le paradoxe. C'est-à-dire qu'on a des lieux même fictifs. Je bâtis un centre commercial à la terrasse, il faut y aller, il n'existe pas. Mes personnages sont fictifs et néanmoins ils sont chargés d'une vérité. C'est ce luxe-là que l'on peut dans ce genre de roman. Et ça, c'est vraiment très, je pense, moi, ça me fait énormément plaisir. C'est déjà la première raison d'écrire. Et puis, je pense qu'au niveau des lecteurs, oui. Et puis vous, ça vous permet de vous évader. Oui, tout à fait. Tous ces livres, on peut les trouver où ?
dans toutes les bonnes librairies, à Saint-Étienne, librairie de Paris. C'est un livre qu'on peut trouver que sur la Loire ou dans toute la France, ou on peut le commander sur des sites? Comment ça se passe? Alors, on peut commander sur des sites, c'est essentiellement régional, bien qu'il y ait mon éditeur Actes Graphiques a une société de diffusion au niveau national. Alors, dans quelques jours, mi-octobre, je ne sais plus exactement les dates, je crois que c'est le 14, 15, 16. 14, 15, 16, il y a la fête du livre. Est-ce que vous serez présent? Je serai présent. Je ne figure pas dans le programme officiel, parce qu'il y a trop de monde, mais je serai présent dans le stand de la librairie de Paris. Très bien. Tous les 3 jours? J'espère être là tous les 3 jours, oui. Je suis Et quand on fait la fête du livre, on espère vendre des livres, on espère aller au contact des gens. Quel est exactement le but d'une fête des livres, du livre? Le contact? Le contact prioritairement, tout à fait. Rencontrer des lecteurs ou de futurs lecteurs. Bien sûr aussi vendre des livres, mais vu le taux de remise que l'on a en tant qu'auteur, c'est pas l'essentiel. Pour revenir à la fête du livre, est-ce qu'on a un dispositif particulier pour la police municipale? Est-ce qu'on renforce la sécurité? Est-ce qu'on met plus de moyens? Est-ce qu'on fait avec ce climat, est-ce qu'on met des barrières? On met des choses en place? Alors, je vais pas déflorer le sujet, non, bien sûr. Mais oui, évidemment, toute manifestation événementielle, la fête du livre et d'autres, ont connu une révision des dispositifs de sécurité. Vu ce qui s'est passé cet été. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une adaptation. C'est-à-dire que ce qu'on a fait l'an dernier, ça répondait à un certain nombre de menaces identifiées qu'on peut supposer, qu'on peut anticiper. Aujourd'hui, même sans être un professionnel de sécurité, tout le monde comprend que le contexte a changé et donc il faut adapter les dispositifs. Oui, tout à fait. Et comment on gère toute cette foule? C'est difficile à gérer toute cette foule en même temps? C'est un métier, comme dirait l'autre. C'est un métier. non, mais on gère la foule. C'est toujours la difficulté. C'est d'arriver à proposer une prestation en termes de sécurité qui soit satisfaisante, c'est-à-dire en préservant au maximum les gens pour que l'événementiel, quelle que soit la manifestation, reste une fête. C'est-à-dire que si on peut... moi, en tant que responsable de la sécurité, des solutions, on en connaît. On barrière tout, on contrôle tout le monde, et puis, mais même ça ne nous immunisera pas finalement. Il faut qu'on arrive à trouver le juste équilibre. Le juste équilibre entre les mesures prises et... Juste un exemple, est-ce qu'il y aura des fouilles quand les gens rentrent sous le chapiteau? Vous verrez, là, franchement... C'est encore secret? Non, c'est pas que c'est secret, mais c'est que moi, je tiens pas à faire une publicité excessive sur les dispositifs de sécurité. On serait sur un salon de la sécurité où on parlerait que de sécurité, je vous dirais oui, la sécurité, etc. Là, c'est la fête du livre, vous avez invité un auteur, je pense que c'est une très bonne idée. C'est avant tout la fête du livre, des lecteurs et des auteurs. Et la sécurité, c'est un peu comme le gars qui monte le chapiteau. Il est nécessaire, mais c'est peut-être pas nécessaire d'en parler. D'en parler, de le mettre en avant. Est-ce que vous lisez des romans? Oui. Donc vous êtes un fan de romans policiers ou d'autres genres? J'aime bien un petit peu tout. J'ai une prédilection pour les romans policiers. Et ce que disait monsieur est particulièrement intéressant parce que c'est vrai que en tant que professionnel, on cherche toujours à un moment à savoir si l'auteur qui a écrit s'est documenté, comment il s'est documenté et il est toujours rigolo de comparer notre quotidien à ce qui est écrit. C'est pour ça qu'au final, j'aime bien plus les romans étrangers, mais c'est vrai que on ne fait pas cet exercice avec des romans écrits par des auteurs étrangers parce qu'on connaît moins le système. On compare moins. Exactement. Alors, on a parlé de culture. Est-ce que vous êtes sensible aussi à la vie stéphanoise, comme le design, le football? Bien sûr. Ça fait partie de mon métier. Ouais. Je dois m'y intéresser. C'est pas dans l'ADN, c'est dans le métier. Parce que nous, à Saint-Étienne, on est avec l'ADN du football. Alors, j'ai découvert, figurez-vous. Je découvre le football et j'étais sidéré. Il y avait une séance de dédicace qui était organisée à la mairie. Et c'est vrai que quand on organise pour la première fois ce genre d'événement, on peut considérer, si on a comme référence d'autres villes où le football n'est pas dans l'ADN des gens, que ça aura un succès mitigé et qu'il n'y aura pas tant de monde que ça. Et mes collègues m'ont, à juste titre alerté, m'ont dit « Oui, mais là, t'es à Saint-Étienne. C'est pas pareil. » Donc, et j'ai découvert ça les vous a files surpris d'attente.
Vu que j'avais été averti, non. Il y a toujours des spécificités régionales comme ça, mais c'est vrai que le football à Saint-Étienne, c'est même plus du loisir, c'est quasiment une religion. Ce que je vous disais, c'est dans l'ADN. C'est ça, voilà. D'ailleurs, il paraît, il y a une rumeur qui dit que les Stéphanois ont le sang vert. Ah. Il paraît qu'il est pas rouge, il est vert, il paraît. Juste une dernière question pour terminer. Là, j'ai vu avant-hier une émission sur les migrants qui vont arriver dans la Loire. Il y a beaucoup de polémiques. Est-ce que vous, en tant qu'ancien gendarme, en tant que responsable syndical, est-ce que vous avez un avis sur ces sujets? Sur l'accueil des migrants et tous les problèmes que ça peut supposer poser? Moi, vous savez, je suis pas catholique, mais je suis quand même comme saint Thomas. Je crois que ce que je vois et je traite que ce que je vois. Il ne m'appartient pas, et je le laisse bien volontiers aux responsables politiques, de gérer des questions comme celle-ci qui, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, tout le monde s'en rend bien compte, sont aussi extrêmement compliquées. Qu'est-ce qu'on en fait? On les met où? Etc. Ensuite, si ces migrants ils viennent à poser un problème là où ils sont, et si c'est sous ma responsabilité ou sous la responsabilité d'un de mes collègues, on les traitera. Mais on a quand même pris l'habitude d'éviter de crier au loup trop tôt, parce que c'est pas notre quotidien, c'est pas notre boulot, et surtout on n'apporte pas de solution. Donc je vais pas vous faire une réponse de Normand, mais j'ai un avis de citoyen, mais le responsable de la sécurité que je suis, lui aujourd'hui ne voit pas de problème sécuritaire lié aux migrants sur le territoire dont j'ai la responsabilité. Qu'ils en posent quelque part, et notamment mon collègue de Calais, je pense, doit s'arracher les cheveux souvent. Mais est-ce que c'est dû à la nature des migrants? Est-ce que c'est dû à la concentration des gens? Est-ce que c'est dû à la nature de leur habitat? On ne sait pas. On peut le supposer. Mais traitons d'abord ce qui se présente à nous avant d'anticiper ou de nous perdre en conjecture. Tous les deux, un petit mot pour conclure, Alain? Écoute, Gilles, d'abord, je te remercie. Et puis, moi, j'ai écouté avec énormément d'attention toutes les informations que nous a données M. Renaud. Quand on touche effectivement à la sécurité, c'est un immense problème. Un immense problème. Rendez-vous à la fête du livre, alors? Rendez-vous à la fête du livre. Monsieur Renaud, pour conclure? Non, écoutez, merci beaucoup de m'avoir accueilli. C'est toujours un plaisir pour le président d'association que je suis de partager notre domaine d'activité qui peut paraître un peu aride et technique, mais qui nous passionne au quotidien. J'espère que tous les auditeurs auront eu plus d'infos et puis ils regarderont peut-être la police municipale d'un autre œil. Je l'espère. Merci beaucoup d'être venu. On se retrouve la semaine prochaine avec un rendez-vous très très intéressant pour ceux qui aiment la politique. Mais surprise, on aura un invité de marque. À jeudi prochain, et la rediffusion c'est tous les vendredis à 11h. Philippe, bonne soirée et puis à la semaine prochaine. Brother man nowadays living in the ghetto. Bonjour, je suis Cédric Renaud. Rendez-vous avec Gilles Charles, c'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook.